Juste avant de commencer, pour le public, je vais vous poser la question que vous avez eue en amont, et après vous faites votre déroulé comme bon vous semble, et comme ça le public sait quelle question vous avez eue. Donc le groupe de Pont-l'Abbé, en amont, a eu comme question. On dit souvent que les bigoudins et les pougastélènes, qui viendront juste après d'ailleurs, sont des modes enclavés. Pouvez-vous nous dire pourquoi elles ne le sont pas réellement? Voilà, donc je vous laisse vous faire votre déroulé et répondre à la question par la suite. Bonjour à tous. Le cercle de Pont-l'Abbé vous présente une mode féminine de cérémonie datée précisément de 1911 de Plonéo-Lambert. Mais Gwen, l'ornementation ne ressemble pas aux bigoudins. On dirait des borlédènes, des quimpéroises, quoi. Qu'a fait l'équipe costume? Tu n'as pas tort, Camille. Si l'ornementation à la Cathy et au cabochon se retrouve couramment chez les borlédènes depuis la fin du 19e siècle, la coupe du vêtement et la coiffe sont totalement bigoudaines. Le gilet à double revers, le tablier à empiècement en pointe, et l'ensemble de la coiffe et de la coiffure, par exemple. Mais comment cela est possible? Vous avez des sources ou c'est une création contemporaine? Oui, on a des sources, mais le choix qu'on a fait cette année est un peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude. On s'est posé la question des ensembles cantillés qui étaient portés dans l'entre-deux-guerres dans le nord du territoire bigoudin. C'est certainement un faisceau d'influence et un rayonnement des modes avoisinantes qui ont conduit à cela. Mais il est hyper intéressant de noter que le musée bigoudien détient depuis 1989 un ensemble de mariage cantillé et documenté. Mais comment, avant la Première Guerre mondiale, un ensemble aussi hybride et novateur a pu exister? On est bien d'accord. Jusque-là, la cantine n'a jamais été utilisée en application sur les vêtements bigoudins. Tu as raison, Camille, c'est la toute première fois que ça apparaît en pays bigoudin. En 1911, il y a un double mariage. Deux sœurs se marient. L'une avec un brodeur réputé et précurseur Pierre Goinvic, la deuxième avec un caporal d'infanterie de la coloniale. Les parents des deux sœurs étaient receveurs buralistes à Plonéo-Lambert. Et pour ce mariage, Pierre Goinvic, il crée deux superbes ensembles brodés pour lui et son épouse. Je crois que cet ensemble est singulier aussi. Tout à fait. Pour la première fois dans le pays bigoudin, les gilets ne sont pas brodés en rangée, mais en volute. Et pour ce qui nous intéresse, il crée probablement l'ensemble de sa future belle-sœur, le cantillé du musée. Si l'ornementation est très proche de celle des borlédènes, la structure y est bien plus libre et étendue du fait des grandes étendues de velours qui étaient alors à l'époque à la mode dans le pays bigoudin. Mais dis-moi, Janie, je n'ai pas l'impression qu'on porte un ensemble marié. T'as encore raison, Camty. On a fait le choix, comme on en présentait toute une série, de partir sur des modes de grands jours, de type pardon ou mariage des copines. Donc on ne porte pas de tablier, de livret ou de cocarde. Néanmoins, on aurait quand même pu faire le choix de mettre des cocardes. On peut donc dire que ce costume est lanceur de mode? Certainement, tout comme ces grands gilets brodés à volute qui ont inspiré notamment Mathias Souvard dans certaines de ses créations. Je vois bien le pas de côté par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Quelles ont été les difficultés ce coup-ci? La principale difficulté, ça a été le temps. Mais avec le Covid, on en a eu un petit peu plus. On bosse sur le projet depuis 2018. Mais bon, j'avoue, c'est pas la seule. Entre l'étude des silhouettes, les patrons, les plans, les mises à l'échelle, parce qu'entre Garlone et toi, il y a une sacrée marge. La recherche des matériaux ici et ailleurs, les réflexions sur les variants et les invariants, on en a eu pas mal de travail et le temps est passé bien vite. Et il a fallu aussi transmettre la technique de Cathy qu'on ne connaissait pas du tout au sein du cercle. On en parle du velours. On s'est retrouvés à quelques filles à devoir épingler 8 costumes entiers, soit 6 bandes par costume, 6 fois 8, je vous laisse faire le calcul. C'était prévu ça? Non, c'était pas prévu ça, c'est les aléas des reconstitutions. En 2020, on n'a pas trouvé de velours correct pour faire ça, il a fallu s'adapter, les doubler, les surpiquer. Mais ça en valait la peine, non? Ah oui, certainement. Et financièrement, on s'en sort comment? Étalé sur 4 ans, ça va, comme il n'y a que du bénévolat. La seule dépense, c'est la matière première. Mais bon, j'avoue que 4 kilos de cantilly et 10 000 cabochons, ça en a pesé un petit peu lourd sur le budget. Autant vous dire qu'on en a eu du fil à retordre. Pour répondre à la question imposée,
souvent de nous et des Plougastelènes que nous sommes restés enfermés sur nous-mêmes, car nous avons des modes assez singulières et que nous les avons portés en ensemble complet bien plus longtemps qu'ailleurs de manière générale. Donc nos modes sont singulières par leur coupe, mais également par leur coiffure, qui sont assez éloignées des autres modes bretelles. C'est pour cela qu'on a pu paraître un petit peu plus enclavés, un peu comme si on ne savait pas vraiment ce qui se passait en dehors de nos territoires. C'est d'ailleurs ce qu'ont voulu voir et raconter les auteurs romantiques au XIXe siècle, avec notamment Mathilda Betham-Edward, qui en 1877 écrivait, je cite, « Pont-l'Abbé a conservé depuis des temps immémoriaux ses propres costumes et traditions. Il paraît difficile de trouver ailleurs une telle spécificité et un isolement aussi total. On dirait qu'à Pont-l'Abbé, le temps s'est arrêté et qu'on vit encore au Moyen-Âge. Mais on oublie souvent que Pont-l'Abbé possède un petit port de fond d'estuaire, même si aujourd'hui il n'y a guère d'activité. À l'époque, avant l'arrivée du chemin de fer, en 1884, l'activité y était considérable. Les armateurs étaient tous négociants et commerçants, et ils faisaient parvenir de nombreux matériaux textiles notamment. Grâce aux recherches du musée, on sait aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, il y avait près de 15 merciers à Pont-l'Abbé et presque tout autant de marchands drapiers. Ils faisaient parvenir des matériaux de partout, et notamment, en ce qui nous concerne, du catidénian en très grande quantité. C'est une sorte de drap de laine qui venait de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Ensuite, il y avait les soieries et rubans métalliques que vous pouvez observer qui provenaient de Lyon, mais également les rubans fleuris qui provenaient de Saint-Étienne. Rubans fleuris d'ailleurs tellement utilisés par les Plougastelènes qu'on les nomme indûment rubans de Plougastel. Un exemple très parlant est également celui des épingles de Pardon. Ces bijoux arrivaient par voie de colportage en provenance de l'actuelle République tchèque. Donc à l'époque, c'était la Bohème. Ces bijoux sont composés d'éléments en verre soufflé, qui sont de Bohème, mais également de pampilles, qui, elles, venaient du Proche-Orient. Ainsi, les matériaux venaient vraiment de partout, et de nos ensembles de cérémonies du XIXe siècle, rien ou presque n'était produit en Bretagne. Si rien ou presque n'était produit en Bretagne, les coupes, en revanche, et organisation des ornements étaient hyper spécifiques. Un peu comme si les femmes estimaient qu'il y avait un autre possible vestimentaire, vraiment une réelle volonté de ne pas singer les modes citadines, une réelle volonté de ne pas faire comme tout le monde. Et également, comme partout, vous pouvez voir que nos modes ont largement évolué au travers le temps. Merci. Vous avez expliqué, et on a bien compris, que donc, la technique de broderie et la canti que vous nous présentez aujourd'hui sur le costume féminin, emprunté à votre voisin Glazik, moi je voulais savoir si dans les motifs, enfin, je veux dire, jusqu'où va l'inspiration, jusqu'où va la démarche en fait. Est-ce que dans les motifs, est-ce que les motifs sont Glazik ou Bigoudin en gros? Alors, les motifs en eux-mêmes, enfin la fleur, du coup c'est le costume de Marie, celui qui est au musée. La fleur est Glazik. Mais après, dans l'arrangement, c'est ni Bigoudin ni Glazik, c'est vraiment la création de probablement Pierre Banvic, puisque en fait les largeurs de velours étaient plus restreintes en pays Glazik, donc ça s'étalait beaucoup moins. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était jusqu'à 18 cm. Là, le pan de velours est beaucoup plus grand, donc il a pu s'étaler. Et en fait, il a fait la même chose. Je ne sais pas si vous voyez les gilets, ce que nous on appelle le pleine fleur, qui ne sont plus en rangée. Et ben, le jour de son mariage, il s'est marié avec ce type de gilet et il a fait la même chose avec la canti. Donc, c'est une fleur classique, mais une création Pierre Banvic. Et c'est pas plus Bigoudin que classique. Merci.